Ok. Qui a déjà fait du tantra ici? Ok. On va pas faire du tantra rouge, hein. Mais en tout cas, la pratique telle que je vous la propose, elle s'inscrit dans cette approche de la spiritualité. Le tantra, c'est un courant indien extrêmement vaste avec différentes philosophies mystiques, pratiques, certaines duelles, d'autres non duelles. Celle qui va guider notre inspiration aujourd'hui, c'est celle du tantra non dualiste. Et selon le tantra non duel, ce que nous sommes, c'est une union entre Shiva et Shakti. Shiva et Shakti, dans certains courants, se décrit comme masculin-féminin, mais ici, c'est pas du tout la perspective. Shiva, c'est le sujet, c'est le je suis. Shakti, c'est l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui apparaît. Tout ce dont je peux faire l'expérience, c'est Shakti. Les pensées, les émotions, les sensations, les images, les rêves, la réalité telle que je l'expérimente. Et Shiva, c'est ce qui reste quand j'ai retiré tout ce qui est. Donc ce je suis. Et les pratiques du tantra, certaines vont être orientées vers la conscience, donc vers Shiva, et d'autres vers l'énergie. À terme, ces deux endroits se rejoignent. Shiva Shakti se fondent l'un dans l'autre. Le sujet et l'objet, toi et moi ne faisons qu'un. Dans quelque chose qui est au-delà du sujet et de l'objet. Donc les pratiques de conscience, elles nous invitent à revenir à ce que nous sommes avant toutes les manifestations de l'énergie. Comment on fait ça? Comment on fait pour aller à un endroit où, précisément, il n'y a pas d'objet? Ça, c'est simple. À chaque fois qu'on voit un objet, on le lâche. À chaque fois que j'ai une perception de quelque chose, je vais la lâcher. Si vous voulez une image, on pourrait dire qu'on vit à la périphérie de notre centre. C'est notre lieu naturel. Et si on n'y est pas, c'est-à-dire si on n'est pas tous des éveillés, libérés, lévitants à travers les mondes, c'est simplement parce qu'à chaque instant, on met de l'énergie pour s'éloigner du centre. Évidemment inconsciemment. Donc le présupposé de cette pratique, c'est que si j'arrête de mettre de l'énergie pour m'éloigner de mon centre, naturellement je reviens au centre. Comment je fais pour mettre de l'énergie? C'est simplement à travers deux mouvements qu'on a tous. Soit je m'agrippe à quelque chose, soit je rejette quelque chose. C'est les deux manières de mettre de l'énergie dans une dualité. Par exemple, je vais m'accrocher au plaisir, et je vais rejeter le déplaisir. C'est les deux manières par lesquelles je mets de l'énergie dans la dualité. Donc, si à chaque fois que je vois que je suis en train de m'accrocher à quelque chose, je le lâche, naturellement, par un mécanisme qu'on pourrait appeler, même si on est dans une approche non duelle, une purification, il y a quelque chose qui va revenir au centre. Et le mental va se vider. Jusqu'à ce que par accident, il y ait une expérience directe de ce que je suis qui va peut-être émerger. Alors, c'est une pratique que j'ai découvert à une période de ma vie où j'étais extrêmement désorganisé.
j'arrivais plus à dormir, j'avais énormément de difficultés à réguler mon système nerveux. Et puis ça faisait des semaines que je cherchais des techniques pour y arriver. Et puis un jour dans le train, je suis tombé sur cette technique. Je l'ai pratiquée et 15 minutes, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le soir, j'ai bien dormi. Donc je me suis dit, tiens, elle est intéressante. C'est une pratique qui est fondée sur un mantra. Elle a été réactualisée par différents enseignants dans les années 70, 80. Elle est toute simple. Le tout, c'est de bien la pratiquer. Donc idéalement, on l'a fait une vingtaine de minutes. Et si cette pratique vous parle, je vous invite à la faire 2 fois par jour. Une fois le matin avant le petit déjeuner et en fin d'après-midi avant le repas du soir. Et la pratique agit une 12aine d'heures après. Donc comme toutes les pratiques, ne l'évaluez pas à l'aune de ce qui se passe pendant la pratique. Évaluez une pratique à l'aune de ce qui se passe après dans votre vie. Si, a priori, on est dans un festival de méditation, donc il y en a quelques-uns d'entre vous qui doivent pratiquer la méditation régulièrement. Il arrive que quand je médite, eh bien, il y a énormément d'agitation. J'ai l'impression d'être absolument pas présent. J'ai beaucoup de pensées, j'arrive pas à me concentrer. Et d'autres jours, c'est très calme, c'est très facile. C'est pas forcément les jours où la méditation est la plus calme qu'elle purifie le plus. Donc, soyez libre d'interpréter en fait pendant la pratique, je suis en train de réussir ou de rater la pratique. Ce qui se passe pendant la pratique, faites confiance, c'est ce qui doit se passer. Et regardez au bout de quelques jours ou quelques semaines, comment ça, quelque chose peut-être subtilement change dans le quotidien. C'est à l'aune de ces critères-là qu'on évalue une pratique. La pratique, elle est toute simple. Je vais m'asseoir en silence, j'essaie d'avoir le dos à peu près droit, mais sans forcer. Si j'ai besoin de m'appuyer quelque part pour que ce soit confortable, l'idée c'est de trouver un point d'équilibre entre présence, mais sans être dans un relâchement complet. Trouver un point d'équilibre. Voilà, je suis présent, détendu, et en même temps je tiens quelque chose. Donc la position assise, en général, elle est idéale. Et vous pouvez faire sur une chaise aussi. Et on le fera ensemble dans quelques minutes. Vous allez commencer au début de la pratique par fermer les yeux. Ne partez pas tout de suite. Hein. Et au bout de quelques instants, vous allez voir qu'il y a des pensées qui vont venir, de l'agitation. Constatez ça, vous vous laissez traverser. Et au bout de 30 secondes, 1 minute, vous allez commencer à réciter mentalement un mantra. Ce mantra, on va utiliser le mantra Ayam. Donc Ayam, en anglais, ça peut avoir une signification, mais ce n'est pas le sujet, c'est le son qui nous intéresse. Et c'est aussi un terme sanskrit qui décrit quelque chose d'essentiel, mais je vous invite à ne pas mentaliser, à ne pas accorder d'importance au sens. Vous allez écouter le son, Ayam. Vous pouvez imaginer qu'il s'écrit A-Y-A-M, A-M. Vous allez le laisser résonner dans l'espace de votre esprit. Et vous allez le répéter à plusieurs reprises à votre rythme pendant la méditation. La pratique consiste à, dès lors que je constate que je suis parti dans une pensée ou dans une attention qui a été captée par exemple par une perception, une émotion, une sensation, le bruit des cigales dehors, je constate et tranquillement je ramène ma pensée sur la pensée Ayam. Je choisis volontairement et tranquillement de ramener mon attention sur le son Ayam. C'est tout.
vous ai dit que c'était minimaliste. Si je suis en train de faire ma liste de courses et de réciter en arrière-plan Ayam, je ne fais pas la pratique. La pratique consiste à je privilégie, je choisis de ramener mon attention sur le son Ayam. Il peut se passer plein de choses pendant la pratique. Peut-être que je vais être distrait pendant 10 minutes et que je vais partir effectivement dans une distraction. Quand je le constate, qu'est-ce que je fais? Simplement, je ramène tranquillement mon attention sur le son Ayam. C'est tout. Je suis en train de vivre une extase, je vois le Bouddha, c'est extraordinaire. Je suis en train de vivre une extase orgasmique, super. Tranquillement, qu'est-ce que je fais? Je lâche l'orgasme, je ramène mon attention sur Ayam. J'ai des courbatures horribles dans le corps, j'arrive plus à bouger, j'ai mal. Tant que ça me déborde, j'attends. Je peux éventuellement ajuster la position si c'est trop difficile. Et quand je pressens que je deviens à nouveau disponible, je choisis de ramener mon attention sur le son Ayam. Ayam, c'est une pensée aussi, c'est pas le vide. Mais c'est la pensée la plus subtile que je puisse avoir lors de l'objet. Et à un certain moment, peut-être, vous allez toucher un espace qui est ni une pensée, ni même Ayam, comme une brèche. Peut-être que j'aurai le sentiment même de disparaître ou de m'endormir. Ça vous arrive peut-être, vous faites de la sieste à un moment et vous ne savez pas ce qui s'est passé, il est comme une brèche. Voilà, ça c'est Shiva. Simplement, j'ai une tendance à confondre, à interpréter ça comme une perte de conscience. C'est pas une absence de conscience, c'est une conscience de l'absence. C'est une conscience du vide, conscience sans objet. Une brèche. On fait la pratique une vingtaine de minutes. Et après la pratique, vous prenez 5 minutes de repos. Parce que le processus va continuer. Si vous partez tout de suite après la pratique dans votre vie quotidienne, vous allez voir que vous allez peut-être, au bout de quelques jours, devenir un peu irritable ou il y aura des émotions dérangeantes. Prenez un temps de repos après chaque pratique. Est-ce qu'il y a des questions sur la technique elle-même? C'est basique, hein? Donc le minimalisme de la pratique fait qu'elle est tout terrain aussi. Vous pouvez l'utiliser partout. Dès lors que vous avez besoin simplement, enfin, c'est presque profanation de parler de besoin, mais je sentais que j'ai une disponibilité pour connecter cet espace-là. Je suis dans le bus, je suis en train d'attendre quelque chose. Simplement, je suis débordé par une migraine ou une émotion. Je me pose là et je m'installe. Ce qui va remonter en fait pendant la méditation, c'est ce que on pourrait appeler une forme de purification, de trace karmique, si vous voulez. Si je fais le calme à un endroit et que je cesse de réagir en agrippant ou en rejetant, spontanément, toutes les traces qui sont accumulées dans mon ego vont remonter à la surface. C'est un phénomène naturel. Et si je laisse ces traces s'évaporer les unes après les autres, je suis en train de vider mes mémoires. C'est tout simple. Donc tout ce qui va se manifester, je fais confiance que c'est juste de la libération.
La méditation m'amène à un endroit où on cherche la plénitude du silence. Et à un moment, cette plénitude du silence va devenir extatique. Il y a d'autres pratiques qu'on abordera demain matin, je crois, qui sont les pratiques de Shakti, qui mettent l'accent sur l'énergie. La pratique fondamentale, c'est Shiva, sur la conscience. Et quand je la complète avec la pratique de l'énergie, donc on a évidemment, on a tous, vous l'avez compris, on est union de Shiva et de Shakti, pas de sexisme là-dedans. Mais voilà, les deux pratiques ensemble vont nourrir la conscience comme pur silence et la conscience comme danse de l'énergie. Quand les deux se fusionnent l'une dans l'autre, il n'y a plus de différence. Je suis l'eau et la vague en même temps. Donc l'ennui est une expérience aussi. Si je m'ennuie, je m'intéresse à mon ennui, c'est-à-dire qu'en fait, derrière l'ennui, il y a beaucoup d'agitation. Je ramène mon attention. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de m'ennuyer. Je prends conscience de ça et je remets mon attention sur la pensée ailleurs. Il y a un jugement qui passe. Je vois le jugement et je choisis de lâcher l'attention que j'ai agrippée à ce jugement sans chercher à le chasser. Simplement, je lâche et je remets l'attention sur ailleurs. Il y en a qui connaissent le réalisateur David Lynch, peut-être. Vous voyez qui c'est? Donc, Lynch a découvert cette pratique à 22 ans. Il l'a fait tous les jours de sa vie. Et il dit que c'est là qu'il descend tous les jours pour aller chercher les inspirations profondes. Quand je descends avec ce mantra étape par étape, je touche, je descends au fond de l'océan. Là où c'est direct, pur, là aussi il y a des archétypes collectifs. Et il y a un accès à des inspirations qui sont beaucoup plus profondes que le bruit superficiel du mental autour. Ça vous va si on commence? Donc, je vous invite à vous asseoir relativement confortablement, sans être affaissé, mais alors, prenez soin de vous. Donc, ce n'est pas une méditation vipassana, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de pleurer de douleur pendant la méditation, vous avez le droit d'ajuster. Quel que soit ce qui se passe pendant la pratique, si je bouge, si à un moment je me mets... Il y a des tas de phénomènes bizarres qui peuvent se passer au bout d'un certain temps. Je peux me mettre à faire du yoga inconsciemment, par exemple. Mon corps va se mettre à bouger. Je constate que je suis en train de faire quelque chose. Au moment où je constate, tranquillement, je reviens au son. Okay. Donc le son est mental, agréable, et j'écoute ce son résonner. La régularité, chacun suit ce qui est juste pour lui. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, il peut y avoir 20 ayams, comme 3. Voilà. Vous suivez votre vie. Du moment que vous suivez la consigne, vous faites la méditation. Donc ça se fait de préférence les yeux fermés. Donc prenez quelques instants pour vous installer dans la pesanteur, l'endroit où vous êtes.
Rien d'autre à faire, pas à suivre la respiration, pas à synchroniser la respiration au son. Si ça arrive, c'est pas un souci, mais vous ne cherchez pas à favoriser ça. Et repos, assis ou allongé, 5 minutes. Tout laisser aller, tout lâcher. Même pas méditer, même pas chercher à être présent, juste tout lâcher. Tout laisser aller. Plus aucun effort. Je constate que je fais un effort, simplement je lâche. S'il y a de l'agitation intérieure, extérieure, je laisse s'agiter sans faire d'effort pour calmer l'agitation.
revenez tranquillement. La pratique continue à agir plusieurs heures après. En général, une dizaine d'heures. Et donc, si vous la faites 2 fois par jour, ça travaille 24 heures sur 24. Et si vous faites ça pendant 30 ans, ben, ça fait beaucoup de nettoyage. Sur un certain point, il n'y a aucun nettoyage à faire. Et sur un autre, il y a une histoire. Dans le tantra, il n'y a pas de notion de morale, ou de pur ou d'impur. Il y a quelque chose juste comme une question de joie ou de souffrance. On ne pratique pas parce que c'est moral, parce que c'est juste, ou parce qu'il faudrait, ou parce qu'il y aurait une mission à accomplir. On pratique simplement parce que, selon ma propre estimation, quand je pratique, je vais vers davantage de joie, de liberté intérieure, de paix. Il y a moins de souffrance, il y a moins d'illusions, il y a plus de fluidité, plus de plaisir. Après, chacun peut choisir. Il nous reste un petit quart d'heure. Je vais faire passer un micro s'il y en a qui ont envie de témoigner ou poser des questions sur ce qu'ils ont expérimenté. Tu veux faire passer le micro? Profitez-en, hein, s'il y a des choses qui vous paraissent confuses ou pas compris. Bonjour. Je me demandais si, en fait, je pensais qu'on allait faire le son, et du coup, je me demandais si, quand on est tout seul, on peut réellement faire le son. Est-ce que ça apporte quelque chose en plus, ou est-ce que c'est pas du tout l'objet? Ou est-ce que quand on l'imagine juste, en fait, moi, j'essayais de le ressentir. Je suis chanteuse, en fait, donc je peux m'imaginer un son et le sentir quand même. Mais je me demandais si ça apportait quelque chose de le faire vraiment. Voilà. Merci. Merci pour la question. Alors, la pratique se fait normalement par récitation intérieure. Si tu constates que c'est aidant pour toi au début de le faire en le faisant résonner à l'extérieur, tu peux t'appuyer dessus. C'est juste que le fait de passer par la croyance que je dois faire quelque chose avec le corps va créer des attachements et des tensions aussi. Et qu'à un moment, la qualité du hayam intérieur elle va changer. Et peut-être que vous avez déjà pu expérimenter en faisant qu'il y a des moments où le hayam n'a pas du tout la même texture, il peut être plus ou moins subtil. Il y a des moments où il est presque comme une vague qui
qui va jusqu'à la dissolution. À d'autres moments, c'est très dense. Le fait de laisser cet espace, on atteint des espaces de subtilité qui vont au-delà de la vibration de la matière, en fait. Maintenant, la matière n'empêche pas ça. C'est simplement que ça va créer une couche supplémentaire qui peut nous distraire. S'attacher aux sensations corporelles. C'est ça. Alors qu'à un moment, la sensation corporelle elle-même, c'est toujours Shakti, va se dissoudre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la sensation? Et dans le Tantra, on travaille souvent sur ce qu'on appelle les espaces les espaces interstitiels. Qu'est-ce qu'il y a entre deux respirations? Entre la fin du souffle et le début de la respiration suivante? Qu'est-ce qu'il y a entre deux personnes? Qu'est-ce qu'il y a entre deux pensées? Pourquoi? Parce qu'on regarde, en général, on est happé, notre attention est prise par les objets. Et quand on est pris par des objets, c'est-à-dire la surface de l'océan, on manque en fait l'espace qui contient tous les objets. Et donc, ce qui est intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, le hayam reste un objet. Mais c'est un objet qui est tellement ténu et qui, énergétiquement, nous amène à l'objet le plus subtil qui soit, parce que ce son a aussi une certaine énergie. Et à un moment, quand ce son s'efface, si j'écoute la fin du son, mais tu peux le faire avec un son physique aussi, quand le son disparaît, et avant qu'un son monte, il y a quelque chose qui peut être touché. Ça répond à ta question? Oui, complètement. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette découverte et quelque chose qui m'a dérangée, c'est qu'en fait, quand je médite sans prononcer cette phrase, Ayam, mes pensées se fluidifient et là j'avais l'impression d'utiliser cette phrase comme un repoussoir en fait de mes pensées. Et c'est vrai que je sais pas. C'est la première fois que je découvre cette pratique et c'est vrai que par instant, ça m'a un peu agacée en fait. Merci. Quand tu as la pensée, tiens, je suis en train de repousser une pensée qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches la pensée, je suis en train de repousser, tu reviens au hayam. Le symptôme, tu vois, ou l'agacement qui remonte, ça fait partie des symptômes de purification de quelque chose. Et si tu laisses cet agacement être, il a un sens en fait, cet agacement. Ça peut être une colère de fond, tu vois, qui peut être présente depuis très longtemps. Et en ne réagissant pas à l'agacement, en lui donnant pas d'énergie, tu laisses cet agacement s'évaporer. Tiens, je suis agacé. Ok. Qu'est-ce que je fais? Rien. Merci. Moi, je pose une question. Donc, un peu comme elle, mais plutôt sur le thème de l'effort. Le fait de faire hayam, ça me demande de faire un effort. Et donc, si je vois que je fais un effort et je fais hayam, ça continue de faire un effort en fait. Parce que la technique me demande de faire un effort pour revenir à quelque chose qui me demande de faire un effort. Donc c'est un truc qui ne lâche pas en fait. Et quand je vois que ça ne lâche pas, je fais hayam, donc ça lâche pas. Et donc voilà. Et juste pour comprendre, tu dis, je fais hayam pour ne pas faire d'effort, c'est ça? Pour observer que pratiquer une technique qui me demande de faire hayam, ça me fait faire un effort. Et l'effort m'amène à une activation en fait. Ça m'amène pas à lâcher quelque chose. Quand je joue à ça, je fais hayam, je vois que je fais un effort, je fais hayam, ça continue l'activation en fait. Attention.
Il n'y a peut-être pas, enfin, je veux dire, après, je comprends qu'il n'y a pas d'objectif de diminuer les tensions. Mais là, ça rajoute de la tension. Merci. Tout simplement, tout effort pour moi, que ce soit être assis, tout effort est un effort. Donc pour moi, c'est avant tout effort. C'est toujours avant tout effort, c'est là où c'est quelque chose qui lâche le plus, où je peux le plus toucher cet espace entre les deux, entre deux espaces. C'est toujours avant tout effort. Merci. Comme je disais tout à l'heure, le hayam est un objet, donc c'est aussi un effort. C'est un effort minimal. Mais il y a un moment, ce que tu as touché là, c'est un train de pensée. Je fais des efforts, je ne devrais pas faire d'efforts, etc. Ça commente. Tu vois, je suis parti dans une boucle de pensée, je ne devrais pas faire d'efforts, ça ne marche pas la technique, ça me demande de faire un effort. C'est un train de pensée. Je vois que je suis parti dans un train de pensée, juste simplement j'écoute le hayam. Il y a un endroit, un moment, où c'est plus moi qui fais hayam. Il y a un son hayam qui monte, comme une vague, comme un frisson. Et il n'y a plus d'effort à un moment qui se fait. C'est comme si je contemplais les vagues, et une vague très profonde. Et même à un moment, cette vague va s'arrêter. Mais la première étape, c'est juste lâcher le commentaire. Tu vois, je suis en train de faire un effort, je ne vais pas faire d'effort, ça ne marche pas. Tu vois, il y a un truc qui est une boucle, un train de pensée. Et le principe des trains, c'est que une locomotive tire un premier wagon, qui tire un deuxième wagon, qui tire un troisième wagon. C'est comme ça que le mental s'emballe. Et du coup, si je coupe verticalement par ce hayam, je coupe le train de pensée à la base. Parce que si je cherche à résoudre sur le plan mental, c'est sans fin, effectivement. Comment faire pour y arriver sans effort, alors que je suis en train de faire un effort, etc. Mais c'est une pratique volontariste encore. Il y a une pratique tantrique qui s'appelle Saharaj, qui est une pratique du yoga naturel, qui s'enseigne à la fin dans certains courants, qui est sans effort. C'est une pratique qui nous invite à nous abandonner complètement au divin. Mais avant de faire ces pratiques de non-volontaristes, je dois clarifier ce qui est volontaire. Sinon, je vais confondre la volonté du divin avec ma volonté personnelle. Donc pour l'instant, les pratiques volontaristes qui impliquent un petit effort vont nettoyer, vont permettre en tout cas de développer une forme de discernement entre les deux. Mais le commentaire, c'est le mental encore. L'évaluation, c'est le mental. Et l'intention de cette pratique, c'est ok, je regarde le mental, il s'agite, et je vais dans un endroit qui participe plus au jeu du mental. Sans le juger, hein, il est tranquille, le mental, il est super, mais on l'aime beaucoup. C'est juste qu'on est plus vaste que ça. Ça répond un peu à ta question ? Oui, séquence 1, je ne pars pas dans le train des pensées, dans le train mental. Je reviens là. Je constate que je pars. Et je constate en venant dans l'ayam. Et après, en tout cas pour moi, dans mon expérience, c'est vraiment lâcher tout effort. Et même vouloir lâcher un moment, je vois que je fais un effort, ok, ayam. C'est tout simple, mais dans la simplicité, il y a quelque chose. C'est une des pratiques de méditation les plus profondes que j'ai pu expérimenter. Merci. C'est très intéressant. Ça rejoint aussi l'autre question. Du coup, je me disais, est-ce qu'on peut voir ça comme on revient dans l'espace où le hayam est déjà, plutôt que de déclencher soi-même le hayam? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair. Si. Parce que vous avez parlé d'une vague, Oui. c'est exactement l'image qui me venait en fait. Ouais, je peux voir ça comme une vague, effectivement, que j'observe plutôt que je provoque la vague. Oui, c'est exactement ça. Il y a un espace paisible au fond. Mais cet espace du hayam, encore une fois, n'est pas le fond. Hein. Il y a quelque chose au-delà du fond. Dans le Dzogchen, c'est une tradition tantrique bouddhisme ou tibétain, ils parlent d'un état le plus pur que puisse atteindre l'esprit, qui s'appelle Ayala.
qui est un état d'extase. C'est quand vous rencontrez Bouddha en méditation, ça vous est déjà arrivé, ça y est, je suis Dieu. Et ben, cet état n'est pas encore l'état. Si je m'attache à cet état-là, je suis encore en train de m'attacher à une forme. Mais la dualité, elle est quasiment... l'état d'unité, il est tellement impalpable, justement. Par définition. Oui, par définition, que est-ce qu'il est même atteignable, en fait? Alors, j'aime bien la phrase du Christ qui dit à l'homme c'est impossible. Ouais. Mais je peux aller à un endroit où ça a plus de chances d'arriver, mais ça, c'est pas moi qui vais le faire. Ça arrive par une grâce, un moment. Donc si ça arrive dans la méditation, c'est gratitude, c'est arrivé. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir le provoquer. Tout ce que je peux faire, c'est revoir quand je m'éloigne de cet endroit où ça a plus de chances d'arriver. Et le reste, ça m'est donné ou pas. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question de quelqu'un qui fait une méditation pour la première fois. Le ayam, je l'ai posé sur ma respiration. Est-ce que c'est bien? Juste pour bien comprendre, tu veux dire que tu l'as synchronisé avec ta respiration? Oui. En deux temps, respiration, expiration. Est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? La pratique, c'est simplement que dès que je constate qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, je ramène mon attention sur le mantra. Donc, si tu constates que ça arrive, c'est très bien, tu vois, mais tu rajoutes pas de l'énergie dedans pour le synchroniser. Tu constates que tiens, j'ai synchronisé la respiration avec. Tu le vois, tu lâches. Et c'est possible que ça continue à synchroniser, et c'est OK. En fait, c'est une pratique qui, quand on la fait, va faire émerger des choses assez étranges. Il peut y avoir des décharges d'énergie, il peut y avoir des orgasmes, il peut y avoir des visions, des expériences de synchronicité. Ton corps peut se mettre à bouger, avoir des spasmes, avoir des décharges. Tout ça, ça fait partie du processus de libération. Donc simplement, comme tout ce qui apparaît, je constate et je ramène sur le lien. C'est d'une simplicité confondante, mais il paraît que la vérité est simple. Donc, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour la pratique que je ne connaissais pas. Au bout d'un moment dans l'exercice, je ne sentais plus mon corps qui était en souffrance, mais au contraire hyper léger et se soulevait. Et j'ai senti un moment où je m'expansais complètement. Est-ce qu'à ce moment-là, je dois lâcher aussi? C'est-à-dire que on est dans le mantra et finalement, je reviens dans le mantra et ne plus ressentir en fait l'expansion. Merci pour la question. Donc ben oui, les douleurs du corps, en général, on n'a pas trop de mal à les lâcher, même si quelquefois on a du mal à les accepter, à les accueillir. Quand il y a des expériences agréables ou extatiques qui arrivent, la tentation est grande de s'agripper. Les enseignements du zen, par exemple, sont pleins de ces disciples qui ont une expérience de révélation et puis qui vont voir leur maître et ils disent ça y est, j'ai vu Bouddha, il m'a parlé, etc. Le maître en général il dit ok, retourne méditer. et la question c'est qui perçoit ça encore? Donc s'il y a l'expansion, génial, tu constates qu'il y a une expansion et tu lâches l'expansion. Toutes ces expériences d'extase qui peuvent venir sur le chemin, c'est des grâces, c'est magnifique. Mais si tu t'y attaches, tu vas t'empêcher d'aller encore plus loin dans les expériences après. Je sais que dans la première retraite Vipassana que j'avais faite, j'avais eu une expérience comme ça le deuxième jour qui était somptueuse. J'avais senti le corps d'énergie tout par terre, 15 km de toutes les directions, avec tous les 6 yeux. C'était comme un flash, un éclair foudroyant. Toute la connaissance était là, tout l'univers était là.
une précision que j'ai jamais vue, d'une beauté que j'ai jamais vue, de part. Je témoigne en mes deux méditations. Oh oui, c'est une mémoire très dangereuse, pas s'attacher. Ok, ça arrive. Et rester orienté sur la pratique, quoi qu'il arrive. Et tu es sûr d'avancer, en fait. Et voilà. Sur le voyage à travers les vitres du train, tu vas avoir des tas de beaux paysages, et tu continues à avancer. C'est ce qui te rendra, c'est ce qui... Il va que tu restes à l'endroit libre, en fait, au centre du cercle. La roue du karma continue à tourner. Tu sais, il y a les 6 royaumes du bouddhisme. Hein. Dans le royaume des dieux, il est très tentant, celui-là, quand on y est. Ben voilà, c'est encore le samsara. Je lâche, je reviens au centre. Merci. On finit à 35, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Et demain, il y aura une méditation, je ne sais pas trop encore ce qui se passera, mais en tout cas, il paraît qu'on va avoir plutôt l'énergie, on va voir sur quelle forme. Et je vous souhaite un très beau festival. Et puis à bientôt peut-être. Au revoir.